Alors, des secrets, je ne sais pas si c'est un secret. Après, ça dépend aussi des couples. Vous allez avoir des couples qui vont se constituer, des couples qui vont se défaire et des couples qui vont poursuivre leur idylle qui a pu commencer dans le mandat précédent. Le rôle du DGS est assez clair à mon avis. Il faut qu'il assure une sorte de continuité républicaine à la fois en amont des élections, pour préparer dans les conditions de neutralité les plus évidentes les élections, préparer ses équipes à un scrutin électoral qui est celui qui a le plus de participation et qui souvent sur les territoires emporte un certain engouement. Et ensuite, après les élections, quels que soient les résultats, il est nécessaire très vite de mettre en place les conditions du meilleur accueil possible de la nouvelle équipe. Même s'il y a une continuité, il y a souvent des renouvellements de membres du conseil municipal. Et ça nécessite d'avoir à l'esprit des choses strictement réglementaires, mais aussi des éléments d'intégration d'un programme électoral dans un projet d'administration qu'il va falloir faire naître assez rapidement, parce que dès lors que les élus sont effectivement élus, ils ont qu'une envie, et une hâte, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce sur quoi ils ont été élus. Et donc, très vite, après la phase de réglementaire, d'installation du maire, de son équipe municipale, tout ce qui est nomination, représentation, délégation, etc. Très vite, faire en sorte de pouvoir proposer un projet d'administration, quel que soit le terme que l'on retient, mais en tout cas une mise en alignement de l'administration par rapport à ce que les élus vont vouloir mettre en œuvre, réaliser sur les 100 premiers jours, les 6 premiers mois et assez vite réussir à planifier cette action avec la nouvelle équipe. Et donc, évidemment, les deux chevilles ouvrières, les deux points de jonction entre le monde administratif et le monde des élus, c'est le DG et le maire. Et vous imaginez bien que cette articulation est fondamentale pour la bonne réussite du couple, mais bien au-delà du projet qui va se développer sur le territoire. Les enjeux majeurs, il y a des éléments qui sont plutôt nouveaux et d'autres qui font le fond de l'action locale. Je dirais que comme élément saillant, on a la transition écologique et solidaire. Il y a aussi cette manifestation d'une équité et d'une recherche d'équité sociale qui me paraît assez fondamentale et qu'il faut vraiment lier avec la transition écologique. Des questions de sécurité qui, selon les territoires évidemment, sont assez prégnants sur les premiers débats que l'on ressent et puis les attentes de la population. La participation citoyenne, évidemment sous des formes très différentes, mais c'est un enjeu aujourd'hui majeur et il me paraît difficile de pouvoir poursuivre des actions de politique locale sans aller solliciter sinon l'expertise de l'usager, mais au moins son avis, son sentiment sur ce que l'on envisage, l'intention que l'on a. Et puis après, je disais des éléments plus réguliers, où si vous interrogez n'importe quel maire, il va vous dire que dans ses contacts avec la population, l'emploi, le logement sont des éléments évidemment très importants. Et puis je crois qu'il y a une forte attente de services publics au quotidien qu'il ne faut pas complètement écarter au profit de ces éléments émergents. Le tout dans une innovation. Les territoires ont une immense capacité à faire de l'innovation pour leur projet. Innovation qui doit rester un outil et non pas une fin en soi, mais un outil qui doit être au service de toutes les actions que j'ai citées précédemment.
Alors vis-à-vis des citoyens, on a été sur ce dernier mandat assez innovant, je le crois, sur la participation citoyenne, sous des formes très différentes, certaines très abouties, d'autres plus en mode expérimental. Je pense notamment au budget participatif. On va engager notre 3e édition du budget participatif sur des phases de concertation assez poussées sur les projets urbains à partir d'une certaine taille où au-delà des réunions classiques de concertation dans les quartiers, chaque projet de taille importante fait l'objet d'une discussion avec des représentants des syndicats de quartier. Sur mon territoire, il y a une division du territoire avec des associations ou des syndicats de quartier qui représentent les habitants. Et donc ces représentants-là participent à la construction de la décision publique sur des projets d'urbanisme. Donc c'est assez poussé. Et puis l'animation de différents groupes de population à travers un conseil économique, social, environnemental local, le CESEL, de citoyens volontaires, ou les conseils citoyens sur les quartiers politiques de la ville, où là aussi on a des enjeux éminemment sociaux pour faire la ville ensemble et aller vers ces groupes qui représentent leur quartier ou qui représentent un certain nombre d'intérêts collectifs, tout en restant très attentif à ce que ce soit bien en équilibre avec l'intérêt général, évidemment, dont la municipalité doit être garante. Tous ces éléments-là sur Pessac ont pris corps sur les dernières années et je crois que vont pouvoir être, au-delà de l'expérience, être développés sur le prochain mandat. Alors, en tant qu'animateur, dans le cadre de la vice-présidence coopération professionnelle, animateur de l'axe trajectoire et mobilité professionnelle, on a une réflexion au sein du SNDGCT qui est assez poussée sur ces questions-là, de façon à bien faire prendre conscience à la fois de nos grandes capacités, de nos compétences, mais aussi de la difficulté à les faire valoir auprès d'employeurs potentiels. Et donc, et notamment sur le salon Territorialis, nous avons un certain nombre d'ateliers qui viennent illustrer des thèmes comme savoir se projeter, faire un point sur sa carrière, sur une sorte de bilan de professionnel, sur l'envie que l'on a ou plus, ou encore de poursuivre sur ce métier-là, parce que c'est un métier quand même DG, DGA assez éprouvant. Donc se projeter, faire un point sur soi. Ensuite, être attentif aux conditions à la fois pour être recruté, des nouvelles façons que les employeurs ou les cabinets de recrutement utilisent pour faire naître chez nous, ou en tout cas vérifier les compétences que l'on peut avoir. Être recruté, mais aussi être recruteur, parce que on peut aussi rester dans cette dimension-là. Se faire connaître, développer son réseau. Sur les réseaux sociaux, mais aussi son réseau professionnel auprès des collègues, des employeurs, des cabinets de recrutement, plus localement, ou essayer de l'étendre géographiquement. Et puis rester en éveil, mobilisé sur ce qui peut nous arriver, ou au moment où ça arrive, être en pleine conscience de tous les éléments précédents pour pouvoir rester employable et puis rebondir le plus facilement possible, que ce soit dans une perspective de mobilité choisie, mais aussi dans une perspective de mobilité subie.